Bonjour à tous, bienvenue aux Agents Libres. On a l'habitude d'avoir des invités de marque, là. On a un autre. Corb, comment ça va? Ça va super bien, toi, Jeff? Ouais, je vois que ton décor est différent, David. Ouais, ben en fait, ma blonde termine un exposé oral sur Zoom, COVID oblige, donc je suis poussé dehors en ce moment là, pour faire le podcast, pas qu'on s'entremêle les voix. Bah, c'est bien correct, c'est bien correct. On te pardonne, Corb. Je veux juste rappeler aux gens que lesagentlibres.com, c'est toujours disponible si vous voulez voir les entrevues en entier. Facebook, on rappelle que c'est tout le temps des petits blogs d'entrevues là, pour pas trop vous tanner. On a aussi en audio sur Balado Québec, Spotify, iTunes et quelques autres que vous allez pouvoir voir en Super images. facile à utiliser, là, je l'ai fait moi-même, je nous ai réécoutés là, pour voir qu'on faisait pas trop d'erreurs. À part Jeff qui met des bouts, là, c'est le joueur des Yankees, là, tout est parfait. Ça m'arrive, ça m'arrive. Écoute, j'ai envie de parler tout de suite. C'est un sujet qu'on n'a pas abordé encore, Corb. J'ai envie Ben, tu me de... présenterais-tu notre invité en premier? Là? J'aimerais Ouais, ça je vais savoir faire si... ça, je vais faire ça. OK. On va jaser de basket, de hockey, de 91-9, de sport, puis on va aussi parler de bière avec Kevin Vallée. Comment ça Ça va, va bien? Kevin? Ça va bien, vous autres? Yes, Très bien, Kevin, merci. c'est un blogueur depuis longtemps. Tu sais, tu nous disais que ça faisait un petit bout que tu avais ça. Tu as pas mal ça dans la peau, blogueur, journaliste. Je suis bien content de t'avoir avec nous autres, Kevin. Ben, je suis content. Merci de me recevoir. Puis, je suis bien content de voir votre projet. Puis, c'est bien cool. Yes. Écoute, j'ai hâte qu'on parle de basket puis de tout ça, mais avant, Ouais. évidemment, on a tout le temps un petit drink pour le fun, là, pour rendre la chose plus amusante. Le sport, la bière, ça va ensemble. Fait que, Kevin, tu bois-tu quelque chose avec nous autres ce soir? Ben, je bois quelque chose. Je te dirais qu'il y a beaucoup de bières chez mes beaux-parents, mais pas nécessairement des bières fancy. Je sais pas, j'ai hâte de voir c'est quoi que vous avez. Mais moi, je vais avoir une bière qui représente plus mon parcours au collège. Donc, juste une Belgian Moon, une petite belge. Ah, C'est ce que j'ai. C'est bien bon. Là, je suis plus dans une passe de rousse, mais il n'y en avait plus dans le frigo. Fait que, regarde, c'est correct. Pas de ça se voit trouble là. toujours bien, Belgian Moon, là. Ben ouais, Cheers, ben Ben man. ouais. oui. Cheers. Moi, je vais y aller. Puis écoute, aujourd'hui, je filais bière noire, en fait. Fait que j'y Ah, vais avec une Vrouden, une petite bière de Granby, si je ne me trompe pas, ouais, effectivement. Petite bière noire au chocolat. Ouais, fancy un peu stout. aujourd'hui. Petite stout. Toi, Un bon Corb, dessert. en plein Ben, moi, air, j'ai comme ça, on boit quoi? suite à notre dernier podcast avec les gars de Sir John, j'ai arrêté vendredi passé, puis j'ai racheté 8 citrananas là, parce que je suis tombé en amour avec cette bière. Donc, j'ai fait des provisions, puis peut-être que vous allez me voir là assez souvent avec leur bière dans les prochains podcasts. J'ai pas leur bière, mais j'ai leur casquette. Fait que, Chanceux. yes. Écoute, on saute dans le sujet tout de suite. Kevin Vallée, moi, je l'ai connu au départ avec Dans les coulisses. Je l'ai connu. Je veux dire, je te lis dans les coulisses, puis David aussi, je crois. Oui, Kevin, définitivement. je veux que tu me parles un peu de ton parcours, là. On en parlait tantôt. Tu as commencé à 11 ans à avoir du fun avec tes premiers sites. Fais juste nous parler un peu de ton départ jusqu'à Dans les coulisses. Mettons. Bon, le départ, c'est quand j'avais 11 ans, presque 12. Évidemment, un gros fan de hockey, comme je pense n'importe quel Québécois. Là, j'ai grandi avec ça dans le sang, puis vraiment un maniaque des statistiques. À 7 ans, j'avais des discussions avec les amis de mon père, puis vraiment, je te sortais les classements par cœur, les matchs par cœur, donc j'avais ça dans le sang. Et puis, il y a une page Facebook qui cherchait quelqu'un pour rejoindre l'équipe. Il faisait juste des posts sur Facebook. J'ai envoyé mon CV, un long message passionné. Ils m'ont juste répondu « OK, c'est bon, tu peux rentrer ». Mon message a marché, je suis rentré, puis éventuellement, j'ai un peu gravi les échelons, puis éventuellement, je suis devenu celui qui s'en occupait. Et puis, quand c'est arrivé, j'ai engagé une équipe. J'ai monté un site web qui s'appelait fanadienexpress.com, qui est devenu fanadien.com. On avait une page Facebook qui avait 70 000 likes. J'ai géré ça pendant 3 ans, je pense. Puis ensuite, j'étais prêt pour passer à d'autres choses. Donc, je suis passé dans les coulisses. Puis c'est là que les vraies choses ont commencé. Yes. Quand tu veux dire les vraies choses ont commencé, Ouais. ça veut dire quoi? Tu as dû quitter Fanadien Express, Fanadien tout court pour aller travailler dans les coulisses?
Ben non, mais en fait, c'est que pendant l'été qui a précédé cette décision-là, j'ai eu des expériences un peu plus négatives. Je m'étais fait voler la page Facebook. Bref, des trucs pas le fun. Puis ça m'a un peu enlevé le goût de continuer. Puis j'ai réalisé que je pouvais investir mon temps dans quelque chose de plus gros, de quelque chose qui allait plus me faire connaître puis m'aider à progresser. Ça fait que j'ai vendu le site, j'ai vendu la page Facebook principalement parce qu'il y avait beaucoup de likes, donc ça vaut cher. Et puis ensuite, ben, dans le fond, je suis juste passé, j'ai envoyé un courriel, puis à ce moment-là, j'avais 15 ans, donc je sais pas pourquoi Max et Jeff m'ont pris, je les remercie, mais je comprends pas leur décision de donner confiance à un gars de mon âge. Écoute, je suis content, mais c'est à ce moment-là que j'ai passé, puis encore une fois, ben, j'ai gravi les échelons graduellement, puis je suis devenu un writer qui écrivait pas mal 5 jours semaine, peut-être même plus. Cool. Qu'est-ce qui te passionne par ce job-là, de devenir journaliste? Parce que tu dis que depuis que tu as 11 ans, tu penses à ça. Là. C'est quoi qui te passionne de ça? Je pense que dans la vie, tu dois suivre qu'est-ce qui te passionne. Puis moi, c'est le sport, c'est ce qui m'allume. Quand je regarde du sport à télé, du hockey quand j'étais jeune, maintenant c'est plus le basket, je vais l'avouer. J'ai envie d'en parler, j'adore en parler quand je suis avec des chums. C'est juste ça que je veux faire. Puis je veux partager cette passion-là avec les amateurs. Je veux populariser un sport comme le basket au Québec. C'est quelque chose vraiment quelque chose que tu veux transmettre. Puis, je sais pas, c'est venu naturellement. J'étais en secondaire 1, puis je le savais déjà. Puis, depuis, j'ai pas vraiment changé d'idée. Je suis encore là-dedans. Puis, je vais y aller loin. Puis, c'est la job que j'aime, donc je peux pas me plaindre. Donc, en ce moment, tu étudies dans ce domaine-là? Non, j'ai gradué justement. OK. Dans le fond, quand la pandémie a commencé, c'était en fait la NBA, ça a été shut down le 11 mars, je pense. Ouais, 2 jours après, c'était le dernier jour de ma session. J'ai ramassé mes affaires à Gatineau, je me suis revenu ici, puis là, j'avais gradué. Fait que la graduation s'est pas passée comme prévu, mais je suis quand même gradué. J'ai eu un diplôme en journalisme au Collège de la Cité à Ottawa, un super programme. Cool. Puis là, tu travailles pour le 91.9. Ça, c'est une autre belle étape. Oui, ben super. Je te dirais qu'en janvier, février, j'avais envoyé un courriel. En fait, j'avais des chroniques avec Max Vanout cette année à l'émission du soir dans la chambre. Puis je voulais avoir un stage au 91.9 et que dans le fond, il y a un gala à l'école, tu fais un long topo d'environ 4-5 minutes, un reportage, et puis j'avais fait ça sur les itinérants à Gatineau, puis j'ai gagné le premier prix, donc j'avais de l'intérêt un peu, j'ai reçu des offres de stage de médias à Ottawa, Gatineau, même en Abitibi, mais moi, ce que je voulais, c'est du sport, puis quelle meilleure façon d'aller au 91.9 Sport, donc j'ai poussé dans ce sens-là, puis éventuellement, ils m'ont appelé pour une entrevue, je suis descendu à Montréal, puis ils m'ont bien aimé. Je suis rendu là. Est-ce que toi, la télé, c'est quelque chose qui t'intéresse ou c'est vraiment la radio que tu as étudié? En fait, à la Cité, tu étudies les trois. Donc, tu étudies Okay. la radio, la télé. Donc, j'ai eu la chance d'animer des simulations de bulletins de reportage. J'ai bien aimé ça. Je t'avoue que j'ai un petit coup de foudre pour la radio. Je dis pas que ça peut pas changer, mais en ce moment, c'est vraiment ça mon focus. J'adore ça. C'est un super beau média. Puis, pour l'instant, je m'enligne pour ça. Puis, je vais continuer dans cette voie-là. Mais c'est sûr que, tu sais, moi, je suis un gars qui adore écrire. Évidemment, un blogueur qui n'aime pas écrire, c'est pas vraiment c'est pas vraiment un blogueur. Là. J'ai vraiment aimé ça pendant plusieurs années. Puis c'est sûr que je veux utiliser avoir une façon de montrer ce côté-là de moi. Puis dans les prochaines années, bien, on va trouver quelque chose. Mais pour l'instant, c'est avec mon site que je peux parler de basket. Puis c'est quoi le rôle de. Parce que tu viens de le dire justement, tu es un blogueur. C'est quoi ton rôle avec le 91.9 dans ce cas-là? Ben, en ce moment, je suis édimestre et gestionnaire des réseaux sociaux. Donc, dans le fond, pendant l'émission du retour, en ce moment, ce que je fais, c'est que je prends les audios dans le Dropbox, je fais une image, puis je fais une description, je mets ça sur le site web. Pour l'instant, ça, c'est mon travail. Puis, au-delà de ça, j'ai aussi... parce qu'au début, le 91.9 utilisait pas vraiment ses réseaux sociaux à plein escient. Ouais. On partageait des trucs ici et là. Et puis, quand je suis arrivé, j'ai poussé au boss, j'ai dit, écoutez, donnez-moi les accès pour Facebook, pour Twitter, je vais vous faire rouler ça. Puis, maintenant, on a un système qui roule à 10 posts par jour sur Facebook, 15 posts sur Twitter. Puis, écoute, c'est pas des chiffres que je peux dire, évidemment, mais je peux te dire que depuis la pandémie, même s'il n'y a pas de sport, les statistiques sur le web
ont beaucoup augmenté. Oui, mais c'est sûr, parce que les gens sont chez eux en plus, fait que, ils consomment beaucoup plus de réseaux sociaux, je pense aussi. Là. C'est une très bonne idée. Ouais. Ton jump dans les coulisses, parce que tu es encore avec Dans les coulisses, puis à un moment Non, plus donné, maintenant. tu n'es plus Plus avec maintenant. eux? Pour vrai? Non. Ah oui, je pensais que Ouais, tu écrivais ouais. encore avec eux. Non, OK. non, à peu près en même temps que la pandémie a été lancée. OK. Ouais, l'association a été terminée, mais c'était sur des bons termes. C'était vraiment pour me concentrer sur le Allez. 99. Ouais, OK. ouais, c'est ça. Ben, les deux, OK. en fait. Mais en fait, ouais, c'est ça. Mais je voulais t'amener sur Aléo, justement, parce que là, ça Ouais. fait combien de temps, en fait? Ça fait un peu plus qu'un an. Donc, Ouais, c'est ça. en mai 2019, pendant la série contre les Sixers, on a lancé ça. OK. Puis ça, c'est venu comment? Tu disais que tu étais un passionné de basket, mais il fallait que ça se fasse, hein, c'est sûr. Ouais, c'est con, là, mais avant que je rentre au collège, je veux dire, je connaissais le basket, puis je connaissais les gros noms, les équipes et tout, mais j'étais pas un passionné. J'avais pas ça dans le sang. Puis en arrivant là-bas, j'ai rencontré un gars dans ma classe qui tripait sur la NBA. Puis tranquillement, pas vite, j'ai commencé à devenir maniaque complètement. Là. Moi, quand je commence à aimer quelque chose, que ce soit le hockey ou les dinosaures quand j'étais jeune, il faut que je connaisse ça à 100%, puis il faut vraiment que je m'y donne. Donc, je te dirais, je retournais de l'école, puis je regardais des vidéos, des documentaires, je lisais des textes, puis juste de même, là, je suis tombé accro, puis j'ai commencé à connaître tout, puis à suivre l'actualité à tous les jours. Donc, quand ça fait un bout que tu es passionné de même, ben, tu sais, je dis un bout, mais je veux plus dire un petit bout, là. Puis moi, le gars que je suis, j'avais besoin de transmettre ça, j'avais besoin de faire un site, puis aussi de le populariser au Québec. C'était quelque chose qui était libre, c'est quelque chose qui se fait pas ici. Donc, c'était une super opportunité de faire. Tu atteins la limite rapidement. Il n'y a pas tant de gens au Québec, mais je pense qu'on a une super bonne équipe. Puis c'est des gars d'élite. Puis si je te dis les noms de Liam Hood, William Thériault, Alexis Goulet, ces gars-là, là, ça va aller loin dans le futur. Parce que non seulement sont talentueux, mais moi, quand j'embarque dans le quoi, j'embarque avec mes gars. Ça fait que ces gars-là, ils s'en viennent avec moi jusqu'au bout. Avec ce parcours-là, Kevin, j'aimerais ça savoir, parce que tu as l'air jeune. T'as quel âge? 18 en novembre. Fait que si on avait fait le podcast il y a 7 mois, j'aurais pas légalement pu boire ma petite bière. Bonne nouvelle, les temps changent. Ouais. Ouais, 18 ans. Écoute, j'ai commencé assez jeune, fait que on dirait que ça paraît pas. Puis je reste humble, mais je suis vraiment content d'être là à mon âge. J'ai envie d'avoir un peu ton opinion là-dessus, Kevin, mais qu'est-ce que tu penses? Tu sais, les médias de télé, radio, je pense, sont capables de mieux s'ajuster, mais au niveau de la télé, c'est quand même, je ne veux pas dire vieux jeu, ils essaient de s'adapter, tout ça, mais qu'est-ce que tu penses qu'un blogueur ou je veux dire podcasteur, mais quelqu'un qui fait des podcasts, comment est-ce que ça peut intégrer le journaliste d'aujourd'hui ou les médias d'aujourd'hui, selon toi? Je pense que le blogueur, c'est mieux que quiconque, c'est quoi qui attire. C'est quoi les types d'articles qui vont attirer l'œil des fans puis qui vont intéresser les fans. Souvent, puis je parle pas pour aucun média en particulier, on a tendance à y aller avec, du commentaire. Puis c'est quelque chose de très bon, puis il y a une bonne partie du public cible de ces médias-là qui vont adorer ça, puis ils vont adorer ces personnalités-là. Je pense que pas tout de suite, mais dans le futur, il va y avoir un changement de cap où la jeunesse va embarquer, puis la jeunesse va être capable de te faire des chroniques dans le sens un top 5 sur ci, puis une analyse de cet espoir-là. Puis je pense que dans le futur, ça va vraiment beaucoup intéresser. Puis c'est les blogueurs qui, selon moi, le savent le mieux. Outre les personnes, les personnes mettons, qui travaillent pour le web chez ces réseaux-là, qui vont faire beaucoup d'actualité, mais l'opinion puis l'analyse, c'est quelque chose qui... Il n'y a pas de limite à ça. Là. Les débats First Take aux États-Unis, Stephen A. Smith, Max Kellerman, tout ça, là, au Québec, ça serait très bon. Puis il y a beaucoup de ces sujets-là puis de leur façon de penser qui pourraient être adoptés ici. Tu viens de. Je t'arrête, Corp, juste parce qu'il vient de parler de Max Kellerman. Et dernièrement, Max Kellerman a mentionné que tout le monde se foutait pas mal, dans des termes plus grossiers un peu, là, mais se foutait du hockey. Qu'est-ce que t'en penses?
Je pense que la façon de délivrer son message était très grossière puis très malhabile. Son point était que la Ligue nationale n'est pas un sport majeur aux États-Unis. Puis ça, je peux comprendre son point. En tant qu'amateur de hockey, je peux comprendre que la NBA, la NFL, la MLB sont dans une classe à part aux États-Unis. Quand tu regardes les sports majeurs, oui, le NASCAR, même la MLS aux États-Unis, c'est rendu sensiblement. Les contrats ne suivent pas pour l'instant, mais je pense que c'est une question de temps avant que ce soit sur le même niveau. Mais le point est que si tu regardes les sports majeurs aux États-Unis, tu ne vas pas inclure la Ligue nationale nécessairement, mais si tu le regardes en Amérique du Nord, là, tu dois l'inclure. C'est ça la nuance qui n'a pas nécessairement été prise dans ses propos, mais je te l'admets que quand j'ai vu ça, j'ai été choqué. Pourquoi tu te mets le monde du hockey sur le dos? Là? Mais moi, j'ai pas été jusqu'au bout. Des fois, ils sont pris hors contexte aussi, les gars. Là, oui. Ça sort comme ça, puis ils font un gros titre avec ça. Là, il y a ça aussi. Fait que j'ai pas été au bout. J'ai pas écouté exactement les propos qui ont été dits, mais ouais, ça a fait des vagues, surtout au Québec. Là. J'ai vu Chantal Maccabé qui avait retweeté, qui avait dit quelque chose comme « Come on, speak for yourself » ou quelque chose comme ça. Là, ça a vraiment choqué les gens. Il y en a comme Chantal. Avec le hockey, hein? Chantal Maccabé qui donne sa vie au hockey. Mais oui, c'est insultant. C'est insultant. Même si la base du propos n'est pas nécessairement à 100% fausse, tu t'attaques pas juste à un sport qui est un concept, tu t'attaques à tous les gens qui dédient leur vie à ça. Donc. Il y a quand même des milliards de dollars qui sont transigés dans la NHL à chaque année. C'est considérable. C'est pas le contrat de 50 millions de dollars que Giannis va signer dans un an, mais... Non. c'est quand même considérable. Je pense que P.K. Subban, puis Carey Price, puis Mitchell Marner, tous ces gars-là, je pense qu'ils gagnent plus que le professeur moyen au Québec. Oui, définitivement. Pas pire, oui. J'ai envie de te lancer aussi sur, justement, tu viens de parler de ta gang de chums. Attitude Football, Passion MLB et Aléo, vous avez fait une union récemment. Oui. Je vais juste glisser un mot de ça. Évidemment, on a 3 sites. Attitude Football qui a été lancé il y a 1 mois. On a 3 sports qui sont pas nécessairement couverts je veux pas dire de la bonne façon, mais on va se le dire, puis c'est pas une critique envers les médias parce que le hockey demeure roi au Québec. Il y a quand même des sports qui ont besoin de plus de couverture médiatique. Je le fais pour le basket avec Alio, mon équipe le fait. Charles a pris le navire avec Passion MLB, qui est un site qui roule beaucoup. On pense qu'Attitude Football va grossir, puis Alio par même temps va grossir, puis atteindre un rang comme ça. Donc, on voulait unir les 3 sites. Donc là, si vous allez sur les 3, le header est le même, donc l'entête avec nos logos, puis un petit header avec des images en arrière. En tout cas, je trouve ça bien cool. Là. Puis tout notre setup est pareil. Puis on s'enligne pour vraiment y aller main dans la main dans nos projets. Puis je pense que c'est ça qui va nous faire encore plus fort. On a de la pub pour nos sites respectifs sur chacun des sites. Donc ça engrange plus de trafic. Puis là, on est encore au début, mais je pense que ça va aller très loin, cette aventure-là. Puis on est bien parti. Puis ça, c'était le prochain move à faire. Est-ce que c'est Max Lausier qui est en arrière de tout ça, vos sites? Ben oui. Maxime Lausier. Il faut qu'on le mentionne. Ce gars-là, là, tu l'appelles, bon, pas tu l'appelles, mais tu sais, j'y envoie un message, puis je dis telle affaire ne marche pas avec mon site. Il te répond excuse, je t'ai au glissade d'eau avec ma fille, puis la minute d'après, c'est fait. Ça n'a aucun sens. Ce gars-là, il est tout le temps dispo, puis il est super smart, il a des bonnes idées, puis il te règle tes affaires en un claquement de doigts. Tu peux pas demander mieux. C'est le héros obscur de nos 3 sites. Ouais, c'est ça. Ça en prend un, hein? Behind the scenes. Il est dans l'ombre, mais la raison pour laquelle nos sites sont aussi beaux puis ils roulent aussi bien, c'est Maxime Lausier. Dans le fond, c'est le Dennis Rodman de Last Dance. Ouais. Il s'en fout de marquer des points, il veut juste péter à gueule avec Karl Malone. Donc, c'est ça. Donc, les sites sont partis. Vous êtes en business, vous avez chacun votre vision. Est-ce que vous écrivez sur chacun vos sites ou vous restez chacun sur vos affaires? Pas sur une base régulière, mais quand il y a un article ou un sujet qui implique 2 sports, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soit, mettons, Charles avait écrit un texte sur le côté baseball de Michael Jordan ou vice-versa, en tout cas, quelque chose comme ça, puis on l'avait publié sur le site de l'autre, puis c'était en collaboration avec passionmlb.com, où on va juste plugger mettons, il y en avait un autre, c'était
dans le temps que, pas dans le temps, mais LeBron James, on parlait de sa carrière qui aurait pu être dans la NFL. Ouais. Et puis, je l'ai lu, j'avais fait un texte là-dessus, puis Renaud l'avait plugué sur son site. Puis c'est juste quand il y a deux sports comme ça, tu peux mélanger un peu, puis les mettre sur les deux sites, puis les partager sur les réseaux sociaux. Ça aide beaucoup. Puis non, on fait ça, puis ça arrive pas si souvent que ça, mais le point, c'est qu'on plug nos affaires respectives aussi dans nos fadeaway. En tout cas, les genres de rafales dans les coulisses. Fadeaway, sans caucus, puis là, j'ai un blanc de mémoire façon LB. C'est probablement ça. J'avais un gros blanc de mémoire, je suis pas mal sûr que c'est ça, mais bref, on plug nos affaires dans ces rafales-là. À parler comme ça, Kevin, j'ai une question qui me vient parce que j'ai lu l'article, moi, LeBron James aurait-il pu jouer au football? Ton humble opinion personnelle là-dessus, toi? Le connaisseur. Si LeBron James avait choisi la NFL, ça serait un wide receiver étoile. Ouais? Oui. Hey, LeBron James, il est vite, là. Il est vite pour son poids. Puis il est bon au basket, mais écoute, un athlète comme ça, là, un athlète, puis c'est même. Ben oui, un athlète, là, c'est probablement le meilleur athlète de tous les temps. Lancez-moi pas sur le débat Michael Jordan et LeBron James, mais LeBron, en tant qu'athlète, puis il est tellement fort, rapide, athlétique, il saute haut au football, là. S'il avait décidé, il aurait pu être très, 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 très bon. J'ai le goût de te lancer là-dessus, moi, Michael Jordan, LeBron James. OK. Je veux juste entendre ton opinion. On n'est pas obligé de partir non. Tout m'expliquer, mais... Michael Jordan, c'est le plus grand joueur de tous les temps. Okay. LeBron James, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Ça, c'est la grosse nuance. Ça, c'est ce que j'aime dire. Il n'y a personne qui va être aussi grandiose. Grandiose, c'est le mot, que Michael Jordan. Il n'y a personne qui va marquer son air comme il l'a fait. 6 championnats en 8 saisons, dont une qui n'était pas là, ça ne va jamais se faire battre. Et ça, c'est la définition de grandiose. Aussi, tu as sa marque, Air Jordan. LeBron James, il est bien bon, là, mais il ne va jamais avoir une marque comme Jordan. Il ne va jamais être une icône internationale comme Jordan. Mais quand tu parles du joueur le plus utile de tous les temps, le most valuable player de tous les temps, le meilleur joueur, mets-le comme tu veux. Il n'y a personne qui est meilleur que LeBron James, j'en suis convaincu. OK. C'est intéressant. Oui, c'est intéressant. On pourrait en parler longtemps, je pense. Oui. Je ne suis pas contre l'idée. Là. C'est sûr que moi, je n'ai pas vu beaucoup de Jordan jouer. Je n'ai pas été fan de basket à un jeune âge. Ouais. Mais LeBron James, dans son nombre de finales en nombre d'années jouées, c'est complètement aberrant. Cette année, il avait encore une chance de se rendre assez solide. Là. Ça fait que, non, on pourrait en parler dans un autre débat de ça. Puis moi, je te lance sur le déçu football, le sujet football que tu parlais juste avant. LeBron James, je pense que c'est un athlète sans aucun doute. Mais le football, des fois, je pense qu'on oublie que tu as le côté, puis là, je ne dis pas qu'il n'est pas intelligent, là, détrompez-vous, là, mais tous les livres de jeu. Du basket. Oui, mais tu sais, un livre de jeu au football, tu as beaucoup de jeux à apprendre. Y aurait-tu les mains pour jouer au football? Il y a des grandes mains, si on s'entend. Mais tu sais, toutes ces petites choses-là que moi, j'ai quand même mes petits... Je cocherais moi, à toutes ces réponses-là. Je pense que... J'ai pas... Ouais, vas-y, finis. Non, vas-y. OK. J'ai pas la quote exacte. J'ai pas la citation exacte. Mais quand j'ai écrit mon article sur LeBron James et la NFL, je me souviens d'avoir vu les commentaires d'un coach de son université, pas son université, il n'est pas allé à l'université, mais de St. Vincent, St. Mary's, son entraîneur de football là-bas, parce qu'il joue au football à l'école secondaire. Je l'ai entendu dire, je l'ai scouté quand il était jeune et c'était le joueur le plus intelligent sur le terrain. Il les connaissait, les jeux. C'est ça que je voulais entendre. Mais tu sais, il n'y aurait pas eu le même vedettariat que dans la NBA, parce qu'on s'entend dans la NFL, les joueurs les plus populaires, c'est les corps arrière, c'est aussi simple que ça. Dans la NBA, tu as beaucoup plus d'opportunités, peu importe la position que tu joues. Donc, au niveau du vedettariat puis l'impact qu'il peut avoir dans la NBA, c'est bien différent que dans la NFL. Ça ne veut pas dire qu'il n'aurait pas été bon. C'est un freakish athlete, puis il aurait été très bon. Qu'est-ce que tu penses de la suite des choses dans la NBA, là, le retour de la saison? Il y a des joueurs qui veulent commencer, des joueurs qui ne veulent pas. C'est moins pire que le baseball présentement, là, mais il y a quand même un certain tourbillon dans la NBA. Là. Bon, là, tu parles de Kyrie Irving qui a mené un appel Zoom avec 200 joueurs pour leur dire que c'était pas une bonne idée.
Ben, entre autres, mais aussi LeBron aujourd'hui Ouais. qui s'est mis du côté de ceux qui veulent recommencer. Ouais. Puis, ouais, c'est ça. Je vais dire ceci. Kyrie Irving pense que la Terre est plate. Donc, moi, ce qu'il pense du retour de la NBA, je te dis que je prends ça avec une méchante nuance. Puis le fond de sa pensée est bon. Puis on va pas, on va quand même le mentionner, mais je pense que c'est un gars très toxique dans la NBA, très controversé. Et puis, oui, le sport peut être une certaine distraction pour une lutte sociale comme ça contre le racisme. Ça, c'est pas le point que je veux dénier. Le point est que tu peux faire les deux en même temps, selon moi, et qu'il y a des millions et des millions et des centaines de millions sur la table. Je comprends, là, puis Kyrie, si ça y tente, puis de toute façon, Kyrie, il est blessé. Là. Tu peux mener un mouvement, OK, mais le gars, il revient pas au jeu de toute façon. Si tu veux pas aller à Orlando tu veux pas supporter ce mouvement-là, c'est correct, fais-le tes affaires de ton côté, mais sache que tu mets la NBA dans le trouble parce que ça pourrait causer un lockout en 2021. Et j'aime bien ta réponse. Le fond de sa pensée est bon, puis c'est pas pour rien qu'il y a des gars comme Dwight Howard puis Lou Williams qui ont un peu la même opinion, mais je veux dire, je penche quand même du côté de LeBron puis Chris Paul, qui est le président de la NBPA, qui a mentionné durant l'appel Zoom de 200 joueurs. C'est beau tout ça, là, mais il y a le contrat, il y a l'argent, puis l'argent, c'est pas tout dans la vie, mais tu veux pas faire écrouler une business comme ça c'est pas pour rien, parce que la bataille qu'ils veulent mener est très légitime, puis les choses doivent changer aux États-Unis. Le racisme systémique, ça doit arrêter, mais je suis pas sûr à quel point c'est un frein. Je pense qu'au contraire, imaginez-vous le scénario, puis c'est un article que j'ai lu ce matin, je pense que c'était sur The Athletic, quelque chose, qui disait, imagine l'impact que ça pourrait avoir si avant le premier match de la NBA à Orlando, il y avait une pause, une 8 minutes 46 de silence. Et là, il n'y a pas de partisans, ça n'a pas le même impact, là, mais 8 minutes 46 de silence en ondes, les animateurs disent rien, les joueurs disent rien, les annonceurs maison disent rien. 8 minutes 46 de silence, le nombre de temps que George Floyd a eu le genou dans son cou, qui a arrêté de respirer, ça aurait beaucoup d'impact. Il y a des façons, même si la NBA revient au jeu, de ne pas faire en sorte que c'est une distraction, puis de continuer cette lutte-là contre le racisme. Je pense que c'est très possible. Moi, j'ai deux questions qui s'en viennent avant qu'on embarque dans notre top 5 de tantôt, mais Corb, je te laisse si tu as des questions ou sinon j'enchaîne. Ben en fait, toi, le basketball, ta passion est venue de où? C'est juste en écoutant ou tu as une influence qui vient de quelqu'un? Oui, ben ça, Liam, quand je suis embarqué à la Cité l'année passée, c'est ça, l'année passée, au début de 2018, je l'ai rencontré, puis ça a été une piqûre, mais précisément, je te dirais que les vidéos YouTube, je me suis acheté NBA 2K, plein d'affaires comme ça qui font en sorte que tu fais juste tomber en amour. Puis, on ne dira pas de mentir, là, avant, j'étais pas un super fan de basket. Puis, je n'avais des yeux que pour le hockey. Mais depuis que j'ai tombé dans cet univers-là, c'est dur de faire demi-tour. Pour moi, c'est le plus beau sport au monde. C'est la meilleure culture sportive. La culture de la NBA va main dans la main avec la mode aux États-Unis, avec le rap aux États-Unis, avec la musique, la culture de la NBA. Puis, je parlais de ça avec Charles-Alexis tantôt à cause qu'il faisait un article sur le fait que la NBA elle n'a pas une bonne promotion. Il disait dans son texte, Mike Trout, il tripe sa météo. C'est le meilleur joueur de la ligue. Le gars, il n'a pas une personnalité flamboyante. Dans la NBA, les gars, ils ont des podcasts. Les gars, ils font entendre leur opinion, sont flamboyants. Russell Westbrook a un style complètement dément hors du terrain. La culture de la NBA est super, super avancée. Puis ça fait de la pub à la ligue. Puis c'est un jeu qui est rapide, puis il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, il y a plusieurs ligues qui auraient avantage à se fier là-dessus, puis à dire, écoute, il faut qu'on donne plus de voix à nos joueurs, puis il faut qu'on leur donne plus de personnalité. Puis d'ailleurs, je pense que le fanbase de la NBA, c'est le plus jeune de tous les sports. Oui. Ben oui, 100%. Ça. Exact. 100%. La MLB, c'est la plus vieille. Ensuite, je pense que tu as la NFL. C'est NFL, ouais.
Ouais, NFL, parce que ben, c'est une tradition beaucoup, la NFL. Donc, vraiment, c'est les années suivent, puis les gens, ils continuent, puis ils vont au tailgate, c'est tout. Et, j'étais allé 2 fois aux Jets de New York dans les 2 dernières années, puis il y a du monde aux tailgates, là, puis ils rentrent pas pour aller voir le match, mais ça n'a aucun sens. Les gars, ils vont voir ça. Puis après ça, tu as la Ligue nationale, mais la NBA, c'est de loin la plus jeune. Là. Les jeunes, ils triplent là-dessus. Puis j'ai hâte que le mouvement, il pogne pour vrai au Québec. J'ai 2 questions, après ça, je te lance sur d'autres choses. J'ai des questions qui viennent au fur et à mesure, là, mais as-tu un journaliste ou un blogueur que tu te dis, lui, je le regarde, c'est un idole, là, un idole. Ah mon Dieu, t'aurais dû me donner du temps avant de me poser cette question-là. Non, mais t'es pas obligé non plus, là, mais tu sais, y a-tu des journalistes? Non, mais absolument, puis je sais qu'il y en a un, mais maudit... Max Kellerman? Ah non, pas du tout. Ben, je vais y penser pour le Québec en même temps que je te parle de Stephen A. Smith. Puis Stephen A. Smith, là, il est bien controversé. Puis ce qui est vraiment le fun avec lui, c'est ses rants. Puis c'est quand il pogne les nerfs après Kellerman, puis il dit « You're wrong and here's why. » Okay? C'est un gars qui est super bon pour son contenu. Mais au-delà de ça, tu regardes où il a commencé dans la vie, Stephen A. Smith, il mangeait des nouilles ramen dans un petit 2,5 à, je pense que c'était à Philadelphie qu'il a grandi, mais bref, il part de rien, ce gars-là. Puis quand tu regardes un parcours, il est rendu l'une des personnalités sportives les plus payées aux États-Unis. Ça, c'est inspirant. Au-delà du contenu qu'il met à sa télévision, de regarder son parcours, c'est quelque chose qui est vraiment sous-estimé. Donc, c'est un gars que je respecte beaucoup pour ça, pour qu'est-ce qu'il a pu faire pour monter les échelons dans ce milieu-là. Au Québec, j'ai essayé d'y penser en même temps. Il y en a beaucoup, là, mais c'est plus difficile, je pense, au Québec. Là. Ça a beaucoup changé. Oui, puis c'est pas parce qu'il n'y a pas de monde qui sont très bons, c'est parce que c'est du monde, tu sais. J'aime bien ça, le hockey, mais je me vois pas être un jour commentateur du Canadien, un gars comme Pierre Houde. Ouais. Mais Pierre Houde, c'est pour un jeune qui veut devenir commentateur sportif, c'est un idole. Là. C'est le gars, tu regardes le hockey quand tu es jeune, puis c'est le gars qui est le plus marquant, il est excellent, c'est des gars comme ça. Mais je pense que c'est juste qu'il n'y a pas vraiment... Quand tu ne sais pas exactement où tu t'en vas, je m'en vais dans le milieu du sport, puis je m'en vais dans les médias, mais je ne sais pas exactement où, puis je ne sais pas c'est où que je vais être dans 20 ans, on va improviser, puis un jour à la fois, je vais décider où je vais. Mais quand tu ne sais pas exactement où tu t'en vas, c'est dur d'avoir une idole parce que tu ne sais pas où tu t'en vas. Je voudrais bien avoir un gars de la radio comme idole, mais je ne sais pas si c'est là que je vais aboutir dans 40 ans, dans 30 ans. Même chose pour la télé, même chose pour l'écrit. Mais tu sais, un gars comme Mathias Brunet, c'est super, je l'écoute à tous les jours avec ma job au 99, puis il est super intelligent, il connaît son hockey et tout ça. Des gars comme ça, c'est des gars que je respecte. C'est bon que tu aies nommé Mathias parce que souvent, ce qu'on voit au Québec, puis c'est bon, c'est pas bon, là, on peut débattre là-dessus, mais c'est des journalistes. Des anciens joueurs qui tombent journalistes. Puis moi qui est un fan de hockey, que je pense que je connais mon hockey, j'ai comme l'impression souvent que ces gars-là ont un pas en avant de ceux qui n'ont pas joué à la game. Ah, ben c'est sûr. Un gars comme Mathias Brunet fait changer un peu cette opinion-là, surtout quand il parle de repêchage puis de jeunes joueurs. Il est un petit peu plus calé des fois que des joueurs qui ont joué, qui ne suivent plus nécessairement la nouvelle vague de joueurs qui arrivent. Ben, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est vraiment, c'est un cliché beaucoup qu'il y a, mais ça s'applique tellement pas à tout le monde. Là. Puis les gars qui ont été dans la game, il y en a beaucoup qui sont pertinents. Puis c'est drôle, mais vu ils sont tellement pertinents qu'ils se sont un peu enlevés l'étiquette de joueur analyste. Là, je vais te donner un exemple vite qui me vient en tête. Là. Bob Hartley, là, méchante tête de hockey. Puis c'est pas un gars qui est grandi dans les médias. C'est un gars qui a été dans le game, qui a été dans les vestiaires, qui a coaché des games dans la Ligue nationale. Il sait de quoi il parle. Ça, c'est ce que t'aimes. Puis il y a beaucoup de gars qui peuvent amener ça. Puis je pense qu'on en a beaucoup au Québec qui apportent beaucoup de points intéressants. Mais je comprends totalement ce que tu veux dire. C'est quelque chose qui revient souvent chez les amateurs. Puis c'est le point principal dans ton propos, en fait, c'était qu'il y avait un pas d'avance sur les autres. Puis je pense que c'est vrai, c'est pas un secret pour une personne. Ils partent avec un genre de capital de sympathie en arrivant. Il a joué à la game, il va connaître ses affaires. Certains ont fait leur preuve, comme moi, des Danfous, Denis Gauthier, quand je les vois, je les écoute, je trouve que ils m'amènent à réfléchir d'une autre façon au niveau hockey.
Il y en C'est a ça d'autres qui est aussi bon. que ça a moins marché là, aussi. Là. C'est ça qui est Un bon. succès sur toute la ligne. Là. Je vais te donner un autre exemple. Là. Je pense qu'un des gars au Québec qui, dans les derniers mois, j'ai pu écouter sur le hockey, qui a été le plus pertinent, là, c'est Guy Boucher. Guy Boucher, il connaît la game, ça n'a pas d'allure. Puis t'écoutais ses segments avec Martin Lemay en jase, puis il te faisait penser d'une façon que tu n'aurais jamais pu penser. Il décrit des jeux qui sont arrivés sur la glace, puis tu as de la misère. Tu le comprends, mais on dirait que tu as de la misère. Non, ouais, exactement. tu l'as pas vu. Oui. Puis ces gars-là, ils le voient. Donc, oui, il part un peu avec une tête d'avance, c'est sûr, parce que les gens le connaissent. Puis les réseaux de télévision, ils veulent que les gens écoutent. Puis quand il y a une face familière à la télévision, ben, les gens, c'est sûr qu'ils vont plus avoir tendance d'écouter un show. Donc, tu comprends ça. Puis je pense que, tu sais, j'aime mieux voir le côté positif. Ces joueurs analystes-là, ces gars-là, ils apportent beaucoup de ça à la table. Puis il faut que tu vois le positif. Et tu sais, ça a tellement changé dans les années. Là. Tu sais, avant, un journaliste, c'est un journaliste, un joueur de hockey, c'est un joueur de hockey ou basket. Maintenant, tu sais, moi, je prends puis j'écoute tout, là, la poche bleue maintenant, Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre qui ont trouvé leur niche. Là. Eux, ils ont parti un podcast puis ils n'essaient pas d'analyser des jeunes joueurs parce que probablement qu'ils ne connaissent pas ces jeunes joueurs. Ben, en fait, c'est pas vrai. Là. Latendresse, il les connaît, là, il est impliqué dans le victoire beaucoup. Mais tu sais, ils ont trouvé une niche, puis c'est bon ce qu'il fait, puis les gens aiment ça. Fait que je pense que un joueur analyste, comme Corb a dit, ben, je pense que s'il trouve la bonne niche, il va avoir du succès au Québec. Oui, puis c'est la même chose avec n'importe qui. Là. Un journaliste peut être pas très pertinent, puis un analyste qui montre peut être pas du tout pertinent. Je pense que le ratio des joueurs analystes n'est pas nécessairement inférieur à celui des autres personnes dans le domaine. Puis tu l'as dit, ces gars-là avec la poche bleue, ils ont vraiment trouvé quelque chose qui leur fait bien parce que la poche bleue, ça ressort la personnalité des gars. Ça, c'est super le fun à voir. Les segments de Théo sont hilarants. Là. J'écoute ça, c'est vraiment drôle. Puis j'aime ça. T'aimes ça voir Théo, puis Dagenet, Latendresse, puis Luc Gilna. Luc Gilna, on a vu des bouts qu'on le connaissait pas comme ça. Il faut que sur le positif, puis ces gars-là, ils amènent bien des bonnes affaires. Hey, j'ai une grosse question à 1000$ pour toi. Oui. La NBA à Montréal, est-ce possible? Oh. J'ai fait un podcast la semaine passée, un podcast sur un gars qui parle de basket, puis il m'a posé la même question, puis c'est possible, mais c'est possible parce que la NBA a vraiment Montréal a vraiment un marché qui fit la NBA. On a un marché qui est jeune, qui est diversifié, puis je pense que l'intérêt est là. Et puis, à Montréal, tu as vraiment la culture qui ressemble à celle de la NBA. Donc, oui, pour cette raison. Les raisons pour lesquelles je pencherais plus vers le non, c'est parce que aux États-Unis, les gens, quand tu parles de Montréal, à part s'ils connaissent vraiment le hockey, ça leur dit pas grand-chose. Puis Toronto, ça a pris beaucoup de temps avant que ça grandisse. Les gens, en ce moment, aux États, quand tu parles, ils vont plus te mentionner Vancouver avant Montréal parce qu'ils ont eu un club dans les années 90. Les Grizzlies. Oui, les Grizzlies de Vancouver. Montréal a un bon marché, puis si on prenait le temps, on aurait sûrement des bons investisseurs qui amèneraient beaucoup d'argent sur la table, puis on va pas se mentir non plus, là, c'est la 6e plus grande ville en Amérique du Nord, si je me souviens bien. C'est un très, très gros marché, mais même les Raptors, il y a un certain manque de respect des médias américains envers eux parce que c'est au Canada. Puis, c'est une question que j'ai de la misère à répondre. La ville a ce qu'il faut pour, elle peut respecter les critères, mais quand je pense à NBA puis les villes qu'elle va viser en premier, ben, je pense à Seattle, je pense à Las Vegas. Donc, oui et non. Oui et non. On va pousser, là, je te dis, avec mon site, on va partir un mouvement, puis notre but, c'est de populariser le sport parce que moi, un moment donné, je veux être sur la galerie de presse du Centre Bell à couvrir les Dragons de Montréal. C'est ça que je veux. Fait que, on va pousser au max, puis on va essayer de partir un mouvement, puis de montrer, parce que j'ai envoyé un courriel à Michael Fortier, qui est un gars qui va investir, qui a dit qu'il allait investir pour la NBA. Puis mon argument, quand j'ai envoyé un courriel, c'est que un blog comme Alley-Oop, si ça devient super gros, quoi de mieux à présenter à une ligue? Il y en a de l'intérêt, là. Il y a 200 000 personnes qui vont sur ce site-là à chaque semaine.
Ça, c'est un super bon argument. Puis ça aide à monter la crédibilité d'un marché parce que si le basket, oui, si le basket devient plus gros, c'est pas juste le blog qui va en bénéficier. Il va y avoir plus de ventes de jerseys en provenance de Montréal. Il va y avoir plus de ventes de billets à Toronto en provenance de Montréal. Puis si à ce moment-là, tu fais une vente de billets de saison pour essayer de montrer à la Ligue que tu es un marché viable, je pense que là, ça va monter encore plus puis ça va avoir des chiffres bien, bien, bien satisfaisants. C'est une question complexe, puis je pense que ça ne se fera pas dans les 5 dernières années, dans les 5 prochaines années, pardon. Si ça se fait, ça va être à long terme, mais c'est pas impossible. C'est juste qu'il va falloir que les Américains évoluent un peu leur niveau de pensée puis qu'ils soient prêts à accueillir une équipe de la NBA à Montréal. Parce que, tu sais, le Toronto, puis la dernière chose que je veux mentionner, après ça, je vais vous laisser. Toronto, dans les dernières années, au niveau marketing, sont allés avec une stratégie We the North. Okay? Puis ça, c'est pour rallier le Canada d'un océan à l'autre derrière les Raptors. Puis ça peut nuire parce que tu veux que ça soit. Toronto veut que ça soit l'équipe du Canada. Elle veut que les Raptors soient l'équipe du Canada puis que les gens partent de Montréal, puis de Vancouver, puis d'Edmonton pour aller voir des matchs. Puis si tu inclus une équipe de la NBA à Montréal, ça freine un peu cet talent-là parce que tu peux pas dire We the North, t'es plus la seule équipe de la NBA au Canada. T'es plus la plus au nord. C'est ça. Fait que c'est quelque chose qui me fait douter aussi. Je pense que les Raptors n'ont pas vraiment intérêt à ce qu'il y ait un club de la NBA à Montréal, mais c'est mon plus grand souhait. Dans ma vie, qu'il y ait un club de la NBA à Montréal, je vais être bien content. Ce serait pas la première fois que le Québec mettrait un bâton dans les roues du Canada, par exemple? Ben oui. Mais, écoute, je veux que tu plugues tes affaires. Allez-Hoop, on a parlé de Attitude Football, Passion MLB. Un peu plugger ça. Puis où est-ce que les gens peuvent aller vous lire? Bon, alleyhoop360.com, c'est notre site web. Sur Facebook, c'est alleyhoop360. Sur Twitter, @alleyhoop360. Sur Instagram, alleyhoop360 officiel, parce qu'il y a un gars en Allemagne qui a le username alleyhoop, puis j'ai essayé de l'acheter, mais il ne voulait pas. Il ne m'a pas répondu. Ça fait que c'est ça. Ensuite, Passion MLB, je ne connais pas les arrobas par cœur, mais vous allez sur le site web de passionmlb.com et attitudefootball.com. Tous les réseaux sociaux sont là. Puis, si vous voulez encourager mon travail au 91.9 Sport, ben, les réseaux sociaux du 91.9, @91.9 Sport sur Twitter, puis sur Facebook, vous pouvez retrouver ça aussi. C'est principalement le travail que je fais en ce moment. Puis, j'apprécierais beaucoup si vous êtes en mesure de nous aider puis de donner de la visibilité. On aime toujours ça. Clairement. Puis, ça serait cool à un moment donné de peut-être vous avoir les trois puis jaser sport aussi à un moment donné. Ben oui. Là. Certainement. Ça va être un super show. Yes. J'ai envie, à moins que David ait une autre question, j'ai envie de passer à notre top 5. Non, j'irai moi aussi pour le top 5. Là, j'ai hâte d'entendre ça. Les deux, j'ai hâte d'entendre vos deux top 5. Ça devrait être assez différent. Là. Ouais, ben moi, j'étais allé d'une façon où est-ce que j'étais allé vraiment avec des joueurs que j'ai vus jouer. Puis des joueurs que. Parce que moi aussi, le basket, j'ai commencé vraiment à écouter ça. Tu sais, j'ai vu Jordan jouer, là, puis là, c'est un scoop, là, mais je l'ai vu jouer, mais pas tant. C'est plus des vidéos puis des highlights que j'ai vus de Jordan. Fait que non, Jordan n'est pas dans mon top 5. On est allé de la même façon de Ball-GF. Fait que, c'est ça. Fait que moi, j'ai vraiment été avec des joueurs que si je jouais à NBA Jam ou à n'importe quel jeu de basket, ben, j'allais des joueurs qui m'ont marqué, que j'ai vu jouer. Moi, c'est comme ça que je suis allé. Puis tant mieux, c'est allé comme ça. Kevin, j'ai hâte de voir. Mais vu que Kevin, tu es notre invité, je vais te laisser présenter ton numéro 5 et on va y aller après ensuite avec notre numéro 5. Bon, mon numéro 5, je me suis dit qu'on n'allait pas juste avec les superstars de la NBA. On va en mettre un qui est un petit peu plus mystérieux. Puis juste avant de le dire, je vais vous expliquer ma façon de penser. Vu que je suis un fan assez nouveau de la NBA, il y a beaucoup... En fait, la majorité des joueurs, j'ai deux mentions honorables. Il y en a un des deux qui ne joue plus dans la NBA en ce moment. Mais je suis allé avec des joueurs actuels. Puis c'est pas parce que les joueurs du passé sont plus excitants, mais j'ai tellement eu de misère à faire ma liste des joueurs actuels. Je peux pas imaginer si j'avais inclus Michael Jordan, puis Shaquille O'Neal, puis tout ça. Donc, je me suis limité à 2020, puis on va y aller comme ça. Mon numéro 5, c'est Nikola Jokic des Nuggets de Denver. Un centre, un point center, un nouveau genre de joueur dans la NBA je pense que c'est 7 passes par match. C'est quasiment du jamais vu chez un centre. Et puis, c'est pas seulement ça. Pour un big man, il y a
tellement, mais tellement de talent. Il a une vision incroyable. Il est capable de faire des fadeaways comme Michael Jordan. Et c'est l'un des joueurs les plus clutch en fin de match dans la NBA. Donc, c'est un joueur parce que je suis un petit peu un geek, je pourrais te nommer un joueur comme Kyrie Irving qui a des super moves de dribbles, puis un gars comme Russell Westbrook qui fait des immenses dunks, puis qui impressionne de cette façon-là. Mais moi, j'aime ça quand une équipe gagne, j'aime ça voir l'intelligence d'un joueur. Donc, c'est pour ça que Nikola Jokic fit mon critère. Cool. Corb? Moi, mon cinquième, c'est un jeune joueur là, des Hawks d'Atlanta, c'est Trae Young. Je l'ai regardé jouer. Pour vrai, je ne suis pas un fan de basket qui est assis devant la TV tous les soirs, mais j'ai regardé 2 games dans ma vie puis je voyais juste lui sur le terrain. Pour moi, c'est comme le Patrick Kane du basketball. Les gars vont même pas proche de lui. Ils craignent un peu. J'ai vraiment trippé sur ce joueur-là. C'est Baby Stephen Curry. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'aime ce type de joueur-là qui lance de loin là, pour les 3 points, les gros clutch 3 points. Trae Young a fait ma coupure 5e. OK. Moi, pour vrai, les boys, je suis tellement old school dans mes choix, là, c'est capoté. Mais moi, mon 5e, là, puis tu l'as mentionné, Kevin, tantôt, mais moi, c'est Shaquille O'Neal. Puis, pour vrai, je trouve que c'est un joueur, moi, il a marqué mon basketball, mon histoire du basket avec ses free throws là, sur le bout des mains, la grosseur qu'il avait, la dominance qu'il avait sous le panier. Je trouve tellement que ce gars-là a marqué un peu l'histoire de la NBA. Puis, il y a les championnats qui vont avec, c'est sûr que Kobe a aidé, mais moi, tout le personnage, ses films, tout, je trouve que c'est un personnage qui a marqué la NBA et qui m'a marqué moi. Ouais, puis imagine si Shaquille O'Neal, toute sa carrière, avait décidé de... j'ai juste l'expression anglaise en tête, là, mais s'il avait décidé de s'entraîner et de travailler sur ses lancers francs et tout, là, mais je sais pas, je me souviens plus de la statistique exacte, mais s'il avait réussi, mettons, 80% de ses lancers francs, il serait tellement plus haut dans la liste des points. C'est un gars qui, pendant longtemps, n'a pas été en forme, puis à la fin de sa carrière, il était juste trop gros, puis il suivait plus. Nonchalant. Nonchalant. Puis, écoute, ça faisait partie du personnage, un peu comme Dennis Rodman, mais c'est un gars qui a été dominant, puis probablement, dans son pic, le joueur le plus dominant de l'histoire de la NBA en tant que centre. Tout à fait. Ton numéro 4, Kev? Mon numéro 4, pour sortir mon sel, mon numéro 4, ça va être Kevin Durant. Parce que, encore une fois, j'aime ça voir les prototypes de joueurs un peu différents. Puis KD, c'est l'un des nouveaux joueurs de la NBA qui, écoute, il fait 7 pieds. Il y a des centres qui font même pas 7 pieds. Puis c'est des gros gars comme Andre Drummond qui cherchent les rebonds. Puis un gars comme Joel Embiid qui fait ça 7 pieds. Des gros gars robustes. Mais Kevin Durant, il fait 7 pieds. Puis c'est tellement pas ça. C'est un gars qui sait tout faire sur le terrain. Il peut tirer de n'importe où. Quand tu le regardes jouer, tu sais pas ce qu'il va faire. Tu sais pas s'il va y aller pour un tir de 3 points, s'il va y aller mid-range, s'il va aller près de l'anneau pour y aller dans un dunk spectaculaire. C'est un gars, tu sais jamais qu'est-ce qui arrive en prochain. J'espère tellement qu'à son retour au jeu, il va être encore aussi dominant parce que c'est l'un des gars qui est le plus cool à regarder, je pense, dans la NBA actuelle. Corb, number 4. Ouais, je vais encore un peu sortir du lot. C'est un joueur que j'ai vu jouer. Là. Je me suis vraiment fié à ça. J'ai vu jouer une série au complet là, contre les Raptors au printemps passé, mais moi, j'ai trippé sur Klay Thompson. Oh! Vraiment, là, il m'a impressionné. C'est un gars que j'avais pas vraiment vu jouer avant ça. Puis, tu sais, il est toujours le second violon de Steph Curry, mais pour moi... Ou le troisième avec KD. OK. Oui, dans cette équipe-là, je pensais que tu me disais que tu l'avais troisième. Non, je dis que c'était un peu le troisième violon quand KD était là. Exactement, mais moi, je le trouve slick. Là. Tu sais, il n'y a pas... Il décoche, ça a l'air facile, lancer des ballons, un release rapide, précis. J'ai trippé ce joueur-là. J'aime ton audacité parce que ça me tentait d'inclure des joueurs comme ça, puis j'étais pas capable. Fallait que j'y aille avec les... plus le basket que moi. Ouais, fallait que j'y aille avec les gros noms, puis j'aurais aimé ça être un peu plus mystérieux, puis de te nommer des recrues puis des jeunes joueurs comme ça parce qu'ils sont aussi tripantes, mais j'étais avec les gros noms. C'est bien correct. Hey, moi aussi, c'est tous des gros noms. C'est juste que, tu sais, comme j'ai hésité, mon numéro 4, là, puis j'aurais pu hésiter avec les autres, mais j'ai beaucoup hésité à mettre Kobe dans mon top 5 parce que Kobe a quand même marqué l'histoire, marqué l'imaginaire, marqué tout ça.
Mais à la place de Kobe, numéro 4, je suis allé avec Dirk Nowitzki. Moi, c'est un joueur que, quand il était à son prime, ce gars-là était inarrêtable. Il a tellement amené Dallas sur ses épaules. Écoute, c'est un gars qui était. Moi, j'aimais ça le voir jouer. Là. Quand il jouait, je le regardais. Puis non, Dirk Nowitzki, moi, il tombe 4e sur ma liste. Qui aurait cru qu'il aurait pu gagner contre LeBron James en finale? Ben oui, exactement. Exact. Hein? Exact. Fait que, OK, là, je te laisse, Kevin. Ben, vas-y avec ton numéro 3. On va continuer. OK. Moi, mon numéro 3, ça va être Stephen Curry. Parce que, la même raison que David, écoute, c'est un gars qui décoche de n'importe où. Puis quand je veux regarder des highlights sur YouTube puis que je suis pas capable de dormir, c'est des highlights de Steph Curry que je vais voir. Parce que tu regardes son buzzer beater contre OKC quand il est en train de devenir une vedette dans l'NBA. Tu sais jamais à quoi t'attendre avec lui. Tu sais juste qu'il va marquer des lancers de très, très, très loin. Puis quand tu parles de momentum au basket, c'est l'une des parties les plus difficiles du sport, marqué de très loin, marqué de la périphérie. Steph, c'est le meilleur. Puis, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont l'exclure de leur top 50 des joueurs de l'histoire de la NBA. Moi, je l'ai plus proche du top 20 parce que c'est un gars qui a complètement changé le sport. Ben oui. Avant Steph Curry, là, les lancers de 3 points, c'était pas aussi popularisé. C'est lui qui l'a fait. Et puis, quand tu regardes les joueurs qui ont changé l'histoire, puis on a dû impliquer des nouvelles règles, puis changer notre façon de voir, puis des nouveaux schémas défensifs pour bloquer des équipes, ben Steph, c'est l'un des meilleurs point guards de l'histoire de la NBA, peut-être top 2, top 3 pour moi. Là. Je sais que c'est controversé parce qu'il y a des gars super dominants, là, mais Magic Johnson, Steph Curry, pour moi, c'est mon top 2, je pense. Mais juste rajouter de quoi à ce que tu viens de dire, c'est que moi, je commence à aimer le basket depuis Steph Curry qui prend des 3 points. Et voilà. Ça me fait tomber en amour avec ce sport-là. Moi, mon idée préconçue du basket, c'était une passe, un dunk, on bloque, on prend un rebound, des petits shots. Curry va shooter du milieu, va passer à la ligne, il va faire son shot pareil. Ils font des affaires. Puis là, tout le monde le copie. Puis les joueurs qui se font drafter dans NBA à cette heure, c'est des gars qui regardent dedans. Trae Young, mais voilà. Exactement. Tout à fait. Toi, Carl, ton numéro 3? Mon numéro 3, j'ai Vince Carter. Pour toutes les raisons, là, il a mis les Raptors sa map. Son dunk là, entre les jambes au dunk contest. J'écoutais ça live. Lui aussi, il a révolutionné le dunk contest un peu à sa façon. Là. Les Invincible entre les deux jambes. Non, c'était vraiment spécial. J'ai resté marqué de sa vie, fait que j'avais pas le choix de mettre Vince dans mon top 3. Là. Ouais. Moi, mon numéro 3, ce joueur-là a popularisé un mot. Practice. We talking about practice. Allen Iverson. Ce gars-là, ce gars-là, tu sais, premièrement, sur Netflix, son documentaire sur lui, c'est complètement fou. C'était pas le plus grand de la gang non plus. C'est un gars qui était cocky. C'est un gars qui traînait l'équipe carrément sur ses épaules. Là. Il n'y avait pas personne qui jouait avec lui. Puis il s'est rendu une fois en finale, je crois, sans vraiment de mémoire. Cette semaine, j'ai vu quelque chose sur Allen Iverson. Il disait le meilleur pounds for pounds de l'histoire. Ah ouais? Allen Iverson, moi j'aime aussi, tu sais, avec notre top 5 baseball, Corb, on a fait tu parlais un peu des gars coq, là, que tu aimais ça cocky, mais Allen Iverson, je trouvais qu'il aimait ça, puis c'est un gars très laid-back, puis son segment de practice, là, tu sais, je peux le réécouter, là, je trouve ça malade. Ouais. Moi, mon deuxième, ça va être le meilleur joueur de tous les temps, LeBron James. Deuxième. Oui, deuxième. Je sais exactement où tu t'en vas premier. Ah ouais? OK, on verra. Il l'a nommé plus tôt dans le podcast, je pense. Le gars des Bucks de Milwaukee. Non. Oh! Non. LeBron deuxième, donc... Comme j'ai dit, j'aime ça, les gars qui rendent leur équipe meilleure. Il n'y a personne qui le fait aussi bien que LeBron James. En ce moment, il est à égalité avec AD, avec les Lakers comme meilleur marqueur de son équipe. Donc, il est à la fois meilleur marqueur de son équipe, qui est la meilleure équipe de la Ligue, tout en étant le meilleur passeur de la Ligue.
10 passes par match. C'est un gars qui est capable de distribuer le ballon comme personne, qui est, comme Il je joue l'ai dit très bien tantôt, défensivement aussi. oui, puis quand il se donne, parce que l'année passée, Ouais. c'était sa pire année défensive à vie, quand Kyle Kuzma l'a poussé pour qu'il joue de la défense puis qu'il conteste un tir. Mais écoute, c'est un athlète incroyable, c'est un gars qui rend son équipe bonne. C'est pas pour rien que quand il a quitté les Cavaliers, ils ont passé d'une équipe de 55 victoires à 22 victoires. C'est pas pour rien. Puis autant pour ses dunks que ses tirs qui sont complètement fous. LeBron James, c'est un gars qui va marquer notre génération, puis il n'a pas fini de le faire. Il va continuer pendant plusieurs années, puis il va jouer avec Bronny James dans 3-4 ans. Ça fait qu'il a marqué l'histoire, puis il va continuer de le faire. Ouais. Moi, deuxième, c'est vraiment un gars que je porte dans mon cœur depuis le secondaire. J'avais son jersey, j'avais la casquette. Je jouais, tu disais NBA 2K, ça devait être 2K5 à peu près. Là. Paul Pierce des Celtics de Boston. Ouais, c'est le joueur, moi, qui m'a marqué. Je sais que c'est pas un gars qui est reconnu comme un des tops, mais il a été le meilleur joueur des Celtics. Non, moi je parle plus pour son nouveau rôle d'analyste à ESPN. Ouais. Des fois, ce qu'il dit, là, c'est pas bien. C'est pas. Non, mais chacun son métier, hein? Un joueur. Mais ouais. En tant que joueur, il était très, très, très bon. C'est ça. Fait que j'avais Paul Pierce. Moi, mon top 2, c'est des joueurs que vous avez nommés les deux, fait qu'il n'y aura pas grande surprise, à part pour le rang. Puis moi, je suis au même place que Kevin, numéro 2, LeBron James. LeBron James, en fait, moi, je me rappelle, avant son draft, on était une gang de chums, puis on le suivait au collège, puis on savait qu'il était pour sortir numéro 1. Puis même quand on a regardé des matchs sur Internet, je pense, à l'époque, qui dominait complètement. On savait qu'il sortait numéro 1, puis c'était le gros hype sur LeBron James. Puis ça n'a juste jamais arrêté, le hype sur lui, puis dominant. Je veux dire, tu as dit tantôt sur lui, mais il a livré la marchandise. Puis, on a déjà parlé aussi pour les réseaux sociaux. Il est tellement gros à ce niveau-là, tellement gros partout. LeBron James, c'est... Arriver avec un hype comme James a eu, puis livrer à chaque année comme il a fait, il n'y a pas grands êtres humains qui peuvent faire ça. Un Bryce Harper au baseball là, a complètement pas choqué parce qu'il a une belle carrière, mais Bryce Harper avait sensiblement le même hype au même âge, mais il n'a pas livré comme James le fait depuis. C'est pas le meilleur joueur de la MLB. Exactement. Number one, Kev? Number one. J'ai hâte de l'entendre. Vous allez peut-être être déçus, mais moi, je suis allé avec mon cœur. Kawhi Leonard. Parce que, écoute, je comprends, puis si j'y vais juste avec le talent, c'est sûr qu'il n'est pas numéro 1 sur ma liste, mais il m'a tellement fait vivre des belles émotions l'année passée. Je vais m'en souvenir toute ma vie. Pour vrai. Vince Cochon serait fier de toi. Ouais, mais Kawhi, écoute... Puis je pense que le fait que sa personnalité n'est pas la plus flamboyante de la ligue fait en sorte qu'on oublie que son talent est complètement fou aussi. Là. C'est un gars qui a un talent brut exceptionnel. Puis écoute, je vais vous l'avouer, je me suis principalement basé sur un parcours de séries éliminatoires, mais quel beau parcours qu'il y a eu avec les Raps, puis les émotions qu'il nous a fait vivre au Jurassic Park à Montréal. Puis ta shot contre les 76ers. Ah oui, écoute, c'est très, très émotif ce choix-là, mais j'ai tellement vécu de belles choses. Puis... C'est pour ça qu'on le fait. Oui. C'est ça l'objectif du top 5. Il a aidé à propulser mon blog, donc je pense que pour longtemps, même s'il est resté juste une saison avec les Raptors, ça va être un joueur très, très mémorable pour moi. Puis sans lui, les Raptors ne gagnent pas. S'ils ne font pas cet échange-là, les Raptors ne gagnent pas. Fait que, non, c'est un excellent choix parce que c'est le top 5. Nous, on le fait parce qu'on se dit les joueurs qui nous amènent des émotions. Fait que même si c'est un an, c'est parfait. Ouais. Puis je vais vous laisser y aller avec le reste, mais après ça, j'ai des mentions honorables que je veux dire. J'ai passé trop de temps sur ma liste, puis ces gars-là, j'ai dû les exclure. Fait que vous allez me laisser les dire. J'ai LeBron premier. OK. Tout simplement, j'ai rien à ajouter, on a tout dit. Puis, OK, ben moi, tantôt, Corp t'a dit que tu as commencé à écouter le basket à cause de Curry. Moi, je me rappelle très bien que la personne qui m'a fait recommencer ou suivre le basket, pas à temps plein, mais beaucoup plus, c'est Vince Carter. Vince Carter à Toronto a amené mon amour du basket à un autre niveau. Vince Zanetti, même lui, il y a un documentaire aussi sur Netflix. Moins bon que certains autres, là, mais c'est quand même, ça rappelle des bons souvenirs.
Non, Vince Ouais. Carter, facilement celui qui m'a amené le plus de souvenirs au basket. Facile. J'ai bien aimé, moi, son documentaire où Ouais, très bon. il a mis une ville sur la map, là, tout Ouais. simplement. T'as Drake qui est dans le documentaire, qui parle, tout ça. C'est assez hot. J'aurais aimé qu'il finisse Nightlife sa carrière à Toronto. Toronto, en fait. Ouais. Tu sais, même Ben, si c'est un bench player, là, il aurait pu. Tu sais, j'aurais aimé voir cette fin-là Ah avec ouais. les Raptors, là, mais. le pire, c'est qu'il aurait pu le faire l'année passée puis gagner un championnat. Mais... Ouais. Regarde, Non, c'est il vraiment voulait, ça. il voulait pas chasser il voulait pas chasser les bagues, puis c'est tout à son honneur. Il a quand même eu une belle fin de carrière. Le dernier match de la NBA, quand on a su que Rudy Gobert avait testé positif au coronavirus, Ouais. ben, il y a eu le dernier tir de la game, puis il Ils l'a l'ont réussi. laissé shooter. Ben oui, c'est une belle fin de carrière quand même. Vas-y donc, tes mentions honorables, Kevin. Je vais en Bon, avoir une, moi aussi. OK, bon, moi j'ai 3 mentions honorables. J'en ai une des années 90, une des années 2000, puis une des années 2020. Donc, premièrement, Ça vient. on va y aller en ordre. Dennis Rodman, oh mon Dieu, quel personnage! Puis je l'adore, puis j'avoue que le documentaire de Last Dance me fait l'apprécier encore plus. Ouais. Mais tu sais, quand tu parles d'une personnalité là, incroyable, puis le gars, il s'en foutait de tout. Mais quand il était sur le terrain, il allait se donner à 100%. Il était dans la WWE le mardi soir, puis le mercredi soir, il était en finale de la NBA à tirer un tir de 3 points, ce qui est très inhabituel pour lui, au-dessus de Karl Malone. Puis c'est arrivé à plusieurs fois quand son épopée à Vegas et tout. C'est une personnalité Méchant incroyable. moineau. Ah, ouais. Méchant moineau pour Ça, vrai. dans le fond, ce que je trouvais intéressant de ce que tu dis, c'est que en fait, Phil Jackson, il faut élever notre chapeau pour ça, parce qu'il a compris la personne, il a compris le joueur, il a compris, gars, je le laisse faire, parce que je sais qu'il se donne à 100%. C'est ça. Il fallait laisser Dennis Rodman aller et faire ce qu'il veut pour qu'il demeure content. Ben oui, pour qu'il reste heureux. Puis encore à ce jour, écoute, c'est le meilleur ami de Kim Jong-un en Corée du Nord. Essaye de comprendre. Moi, je suis pas capable. C'est pour ça que je le mets en mention honorable. Puis, J'ai écouté un documentaire sur Jeffrey Epstein, là, Filthy Rich, vous écouterez ça, c'est troublant. Puis il se tient avec des milliardaires un peu partout dans le monde. Là. C'est un vrai moineau. Ah oui, c'est bizarre, mais écoute, il y a un parcours aussi, il faut le dire. Là, il arrive de pas grand-chose. Je pense qu'il était sans abri quand il était jeune, si je me souviens. Ben, c'est ça qu'ils disent dans le documentaire. Ouais. Donc, il y a un passé trouble, puis malgré tout, il a été capable de devenir un aussi bon joueur dans la NBA. Donc, c'est ma première mention honorable. Vas-y donc avec une de tes mentions, Cord. Ben, moi, en fait, là, c'est Kobe. Là, parce que je voulais pas le mettre dans mon top 5 parce que c'est cheesy, là, mais Kobe, je pense qu'il faut en parler. Là, head-to-head, il est toujours considéré dans le top 3 tout le long qu'il était là. Il est mort. Là, on enlève ça de l'équation. Je l'aurais probablement mis dans mon top 5 s'il n'était pas décédé. Ouais, ben, c'était ma deuxième mention honorable. OK, c'est bon. Ben, je te laisse y aller de Bartel. Ah non, mais c'est pas grave. Je suis content que tu l'aies dit. Comme ça, tu peux en mentionner une. Puis j'ai hésité, moi aussi, à le mettre dans mon top 5. Mais vu que j'ai décidé d'y aller avec les joueurs actuels, je me suis dit que j'allais le garder pour les mentions honorables. Mais ton 2020, là, Attends. Peux-tu guesser? Ben, tu peux guesser, mais je vais finir mon point sur Kobe avant. Vas-y. OK. Quand je veux des émotions, je vais regarder les matchs de Kobe Bryant, je vais regarder son dernier match en carrière, puis je vais regarder son match de 81 points. Un talent brut, un dévouement envers le sport qui n'a jamais été vu. Puis, écoute, moi, ça m'a vraiment marqué la mort de Kobe cet hiver. C'est pas facile parce que c'est un gars qui était trop jeune, puis il avait une famille. Puis quand il a pris sa retraite de la NBA, il a dit « Moi, je prends ma retraite parce que je veux faire faire de ma famille la priorité. » C'est tellement honorable. Il est parti trop tôt. Puis quand tu veux des émotions, tu vas regarder des matchs de Kobe Bryant. C'est pour ça que c'est une mention honorable. C'est parfait. Oui, c'est un excellent choix. Moi, je trouvais que Kobe, quand il décidait que c'était lui qui gagnait la game, personne ne pouvait rien faire. Là. Ben oui, puis lui, c'était Michael Jordan Jr. L'amitié qu'il y avait entre ces deux-là. Puis Kobe, Michael l'a dit un moment donné dans une entrevue, je pense qu'il n'y a pas un joueur dans l'histoire de la NBA qui peut me battre en 1 contre 1, sauf Kobe parce qu'il pogne tous mes moves. Donc, c'est vraiment la deuxième version de MJ, mais avec une toute autre histoire, puis il a été aussi dominant. Avant que tu y ailles avec ton premier, là, moi, ma mention honorable, c'est un autre vieux de la vieille, mais c'est Reggie Miller.
Ah, Reggie oui, Miller, ben là, oui, j'ai ben oui, vraiment ben trippé sur oui. ce The gars-là Last aussi. Là. Dance, moi, je l'ai trouvé sharp. Mais même à part Last Dance, là, je te dirais, à toutes les fois que je joue un jeu de basket, souvent, j'aime, je vais me pratiquer avec Reggie Miller. Tu sais, c'est un bon shooter. J'aime avoir Reggie Miller dans mon équipe. J'ai toujours aimé Reggie Miller. Et sa face, sa façon de jouer, son shooting. Toujours bien apprécié, les Reggie. Ouais, c'est bien vrai. Là, moi, Kev, j'hésite entre deux. Vas-y. Il est drafté, le gars que tu parles? Oui, oui. Quelle position? Non, Je te non, je tu te m'as le dit. dis OK, pas, est-ce qu'il joue mais pour les Pelicans? Non. OK, je Non. vais essayer John Mais Morant. non, mais si tu lis les articles d'Alley-Oop 360, j'en ai fait un récemment qui parle de lui. Pas celui que tu as sorti aujourd'hui, John Collins? Non, non, non. Non, ça, c'était pas moi, par contre. Mais OK. tu veux-tu que je te dise? Ouais, vas-y. Luka Doncic. Ouais. Oh mon Dieu. Ce gars-là va être la prochaine face de la NBA, selon Là, il moi. y a maigri en plus. Ouais, mais Doncic, là, ça va être le king des triple-doubles. Puis, je pense que en ce moment, il a 21 ans. Puis, il a eu une saison de 29 points, 9 passes, puis 8 rebonds, quelque chose comme ça. C'est peut-être même plus de passes. Mais écoute, à cet âge-là, tu as presque un triple-double moyen durant ta saison. C'est incroyable. Puis, il n'y a pas un si bon supporting cast autour de lui. Donc, tu regardes ce qu'il fait avec ce qu'il a, puis le talent qu'il a, puis à quel point il est jeune. Moi, je pense que la nouvelle vague de la NBA, les joueurs qui vont être dominants, c'est les joueurs de plus de 6 pieds 5 qui vont être des point guards. Donc, LeBron James, en ce moment, en tant que point guard, il est en train de mener cette vague-là. Il est en train de montrer ce qu'il faut faire aux prochaines générations. Puis Luka Doncic, ben, c'est exactement ça. C'est un joueur qui devrait être à la position de small forward et qui va disputer sa carrière plutôt au point guard. Puis c'est lui qui distribue le ballon, c'est lui qui a le ballon entre les mains, c'est lui qui fait tout puis qui va être le moteur de son équipe. Je pense que ça va être le visage de la NBA puis qu'à un moment donné, il va dépasser Oscar Robertson puis Russell Westbrook au niveau des triple-doubles. Un gros Très merci, bon. Kev. Écoute, on a fait un méchant bout. Je ne pensais pas faire aussi longtemps. Mais c'est toujours intéressant. On ne jase pas souvent de basket, pas assez souvent, en fait. Non, exact. Oui, exact. On Donc, remet ça, man. ouais, puis comme je t'ai dit tantôt, au pire, on le fera avec Charles-Alexis. Puis, je ne me rappelle pas de son nom, là, d'attitude. Renaud. On fera un petit quelque chose éventuellement, si ça vous tente. Donc, encore une fois, un gros merci. Puis j'invite les gens à aller sur Alley-Oop 360, que ce soit sur Facebook, toutes les autres plateformes. On a parlé d'attitude football aussi et de Passion MLB que les gens connaissent beaucoup. Donc, merci. Puis bon succès avec cette plateforme-là. Merci, Kevin. Hein? Merci beaucoup. Puis Ben, bon succès à vous autres. J'ai eu bien du fun. Ma bière est finie. C'est bon signe. C'est un bien beau projet. Puis vous êtes bonne chance. Merci. Cheers, Kevin. Salut. Bonne soirée.